Donc après, la méthode graphique vient maintenant, donc la méthode algébrique, ou tout simplement la méthode de simplex, ou bien aussi ce qu'on appelle la méthode des tableaux. Donc nous avons résolu des cas de programme linéaire simple, deux variables, bien 3 ou 5 contraintes, et 3 ou bien 5 contraintes. Donc au fur et à mesure que les nombres de contraintes s'accroissent, la méthode graphique deviendra plus en plus difficile. Donc, en présence par exemple de 3 variables, nous devons faire appel à une représentation graphique dans l'espace. Donc le cas de 2 variables, on a travaillé dans le plan, puisqu'on a 2 dimensions, 2 variables. Donc pour 3 variables, on va travailler par exemple dans l'espace. C'est un peu difficile. Donc c'est un exercice très délicat. Or, dans la pratique, les programmes linéaires comportent plusieurs dizaines de variables et de contraintes. Donc en réalité, toujours presque les programmes linéaires comportent plusieurs variables. Par exemple, dizaines de variables ou bien de centaines de variables. Donc ainsi, le recours à une méthode générale devient nécessaire. L'algorithme, il y a plusieurs méthodes algébriques pour résoudre un programme linéaire, mais la méthode la plus utilisée, c'est l'algorithme du simplex. Donc, elle a plus utilisé des méthodes de résolution de programme linéaire. Donc, elle a été créée en 1948 par un dentiste. Donc, après l'étude, avant l'étude de principe de l'algorithme du simplex, donc, il y a quelques notions de base que vous devez faire. Donc, notion de forme canonique. Lorsque l'ensemble de contraintes se présente sous forme d'inégalité, supérieure ou égale ou bien inférieure ou égale, on parle de forme canonique. Donc, il y a 2 types de formes canoniques. Il y a un programme canonique de type 1 et un programme canonique de type 2. Donc, un programme canonique de type 1 est un programme dans lequel les contraintes inégalités sont tournées dans le sens inférieur ou égal et la fonction objectif est la fonction de maximisation. Un programme canonique de type 2, c'est un programme dont les contraintes sont des égalités tournées dans le sens supérieur ou égal et l'objectif est un minimum. On des exemples. Donc, c'est un programme canonique de type 1, puisque la fonction maximisation, la fonction objectif, la fonction maximisation de la fonction z et les contraintes sont des inégalités inférieures ou égales. Donc on a le max avec l'inégalité inférieure ou égale. Forme canonique de type 2, la fonction objectif, c'est la fonction minimisation, et les contraintes avec des inégalités supérieures ou égales, c'est-à-dire les inégalités supérieures ou égales avec fonction minimum. Forme canonique de type 2. Donc, vous voyez, on n'a pas des égalités. D'accord? On a seulement inférieur ou égal avec max, ou bien supérieur ou égal avec min. Donc, dans ce chapitre, on s'intéresse seulement les formes canoniques de type 1. Les formes canoniques de type 1, c'est-à-dire on va étudier seulement la fonction maximisation, objectif de maximisation avec des contraintes inférieures ou égales. Deuxième chose, la forme standard. Donc, toutes les contraintes représentent des égalités et l'objectif pouvant être maximum ou bien le minimum. Donc, la forme standard d'un programme linéaire, c'est-à-dire le programme s'écrit sous forme une fonction objectif, donc soit maximum ou bien minimum, et toutes les contraintes sont des égalités. Toutes les contraintes sont des égalités. Donc, il y a égalité. Donc, à deux, les variables d'écart, x1, les variables réelles, x1 par exemple, x2, x3 sont toujours positives. Et les contraintes, les 3 contraintes sont des égalités.
égalité 10 égale à 7 égale à 25. Deuxième exemple, fonction minimisation par exemple, z est égal à x1 plus 4x2 plus x3 et des contraintes, trois contraintes d'égalité. Les égalités, ce qu'on appelle la forme standard. Donc la forme standard, c'est une forme dans le programme s'écrit sous forme des contraintes avec des égalités et la fonction objective, donc soit pouvant être donc maximum ou bien le minimum. Donc soulignons enfin que dans la méthode simpliciale, tout programme se présentant sous forme canonique. Donc pour dresser le principe de simplex, donc tout programme se présentant sous forme canonique donc doit être converti sous la forme standard avec introduction de variables d'écart, c'est-à-dire on va transférer les inégalités, par exemple inférieures ou égales, ou des égalités, ou artificielles selon le cas et selon les règles bien précises, ainsi que nous le verrons par la suite. Ça veut dire quoi? Donc on a dit qu'on va étudier seulement les programmes, de type de maximisation avec des inégalités inférieures ou égales. Donc pour appliquer la méthode simplex, on doit donc convertir le programme aux formes standard. On détermine d'abord la forme standard du programme, c'est-à-dire toutes les contraintes inférieures ou égales donc doit transformer à des égalités. Égalité, c'est-à-dire est égal à quoi? Contrainte. Donc voilà. La forme canonique, par exemple de type 1, c'est un programme linéaire. La fonction objectif, c'est maximum. Z est égal à 50x1 plus 60x2. Et on a les inégalités avec 1 inférieur ou égal. Inférieur ou égal. Des variables arrière positives. Donc, la forme standard correspondante, on l'a associée au programme. Donc, toujours la fonction objectif, on a max 50x1 plus 60x2. Donc, pour convertir les inégalités aux égalités, donc on doit ajouter la variable, ce qu'on appelle la variable d'écart. C'est la différence entre 8 et le membre gauche, x1 plus 2x2, pour avoir l'égalité. Par exemple, on a 2 inférieur pardon, inférieur ou égal à 5, par exemple. Inférieur à 5. Donc l'écart entre 5 et 2, c'est 3. C'est-à-dire c'est 5 moins 2, c'est 3. Donc ici l'écart, la variable d'écart, c'est 3. C'est-à-dire on a 2 plus 3 est égal à 5. Voilà. Donc, par exemple, 3 c'est la variable d'écart. Donc voilà. Donc chaque contrainte, on doit affecter à chaque contrainte une variable d'écart. Donc pour la première, on termine la notation des variables. On a deux variables réelles, x1, x2, les variables principales, et on ajoute à chaque contrainte une variable d'écart. Donc x1 plus 2x2 plus une certaine variable d'écart x3 est égal à 8 pour avoir l'égalité. 2x1 plus 2x2 inférieur ou égal à 10. Donc pour avoir l'égalité, on doit ajouter une variable d'écart, c'est x4. Donc on a terminé, ou bien E1, E2, E3, comme vous voulez. Donc ce sont des notations seulement. Pour la troisième contrainte, 9x1 plus 4x2 inférieur à 36. Donc l'écart c'est x5. Donc 9x1 plus 4x2 plus x5 est égal à 36. Donc maintenant, on obtient la forme standard de programme linéaire. C'est-à-dire, la fonction objectif avec des égalités, des contraintes qui contiennent des égalités. Donc maintenant, on a x1, x2, ce sont des variables réelles, ou des variables principales, et
x3, x4, x5 sont des variables d'écart ou bien ce qu'on appelle des variables auxiliaires qui nous aident pour trouver les solutions du programme. Donc la variable d'écart d'une contrainte représente la quantité disponible non utilisée. Donc comme interprétation économique, c'est quoi la variable d'écart? C'est représente la quantité disponible non utilisée. Le membre gauche, par exemple, dans un problème de production, on a le membre droite représente la disponibilité, le stock, d'accord? Le stock, d'accord? Par exemple, le stock de matières premières, d'accord? Et le membre gauche représente la quantité utilisée pour fabriquer des biens. Par exemple, si on veut produire x1 unité du bien A ou x2, on a vu ça, x2 du bien B. Donc, pour la première contrainte, par exemple, à 18 heures, donc la quantité utilisée, le nombre d'heures pour produire les deux biens, on a x1 plus 2 x2. Pour la disponibilité, oui, c'est-à-dire la quantité utilisée pour la production, le nombre d'heures pour la production, c'est x1 plus 2 x2. Pour la disponibilité, on a 8. Donc l'écart, c'est quoi? C'est la différence entre 8 et le membre gauche, c'est-à-dire c'est la quantité disponible non utilisée. Par exemple, si on a 5 heures de travail et on a utilisé 2 heures, donc combien d'heures qui restent disponibles? C'est 3. C'est la différence, 5 moins 2, c'est 3. C'est-à-dire l'écart, c'est la disponibilité non, c'est-à-dire qu'on n'a pas utilisé 3 heures. D'accord? Donc c'est l'écart entre la disponibilité et le besoin. C'est clair? Oui? Oui, monsieur. D'accord. Maintenant, on passe au principe de simplex. Donc, pour appliquer la méthode simplex, donc d'abord, dresser la forme canonique du problème posé, c'est-à-dire mettre le problème sous forme canonique. Donc, puisqu'on a dit qu'on va intéresser seulement au cas de maximisation avec d'inégalité inférieure ou égale, c'est-à-dire le problème canonique de type 1 seulement, d'accord? Pour faciliter les choses. Deuxième chose, passer de la forme canonique à la forme standard, c'est-à-dire transférer les inégalités à des égalités, à introduire en transformant les inégalités en équations et en introduisant les variables d'écart. On commence toujours par la troisième chose, on commence par tableau initial. Tableau initial, c'est-à-dire recherche de la solution extrême de base, c'est-à-dire la solution initiale, c'est-à-dire en début, avant la production par exemple, on considère qu'on a un problème de production, maximisation de profit avec des contraintes inférieures ou égales. C'est-à-dire début, ça c'est le tableau initial. On n'a pas encore commencé la production, c'est-à-dire les machines ou bien les contraintes ne sont pas encore utilisées. Donc, quelle est la solution extrême? La solution initiale. On va voir ça. Les variables d'écart sont considérées au départ comme variables principales ou variables non la base. Et les variables réelles sont non principales et se trouvent dans le hors base. Et la fonction objective est alors nulle. Donc, pourquoi la fonction objective est alors nulle? Donc, on a fait le début de production. Donc, le tableau initial représente le début de production, c'est-à-dire on commencer la production. Donc, c'est-à-dire on n'a rien produit. Donc, x1, par exemple, si on a de x1 est égal à 0, x2 est égal à 0. Donc, la fonction, le profit, la maximisation, le maximum est 0. Donc, puisqu'on n'a pas encore commencé. D'accord? Et on n'a pas utilisé des contraintes. Exemple, là, je vois l'exemple. Donc, ici, c'est les variables d'écart. Les variables d'écart x3, x4, x5. Donc, on n'a pas le tableau initial, c'est-à-dire on n'a pas encore commencé la production, c'est-à-dire on n'a pas encore produit un des biens, c'est-à-dire x1 est égal à 0, x2 est égal à 0. C'est-à-dire la fonction z est égale à 0
et on n'a pas encore utilisé les contraintes, donc x1 plus 2, x2 est égal à 0, c'est-à-dire la, la disponibilité x3 est égal à 8 et x4 est égal à 10 plus qu'hada ou hada est égal à 0 dans le tableau initial. Donc x5 est égal à 36. Et x1 et x2 sont nuls. Donc voilà. Donc, recherche de solution extrême de base. Les variables d'écart sont considérées au départ comme variables principales, c'est-à-dire les variables d'écart dans le tableau initial représentent la disponibilité. Donc, puisque x1, x2, les variables réelles sont nulles. Donc, les variables réelles sont non principales, c'est-à-dire nulles, c'est-à-dire toute variable qui ne se trouve pas dans la base, elle est nulle. On va voir ça. Ne vous inquiétez pas, donc dans un exemple, je vais vous démontrer ça. Elle se trouve dans le hors base. La fonction objectif est nulle. Toujours dans le tableau initial, z est égal à 0. Les variables d'écart se trouvent dans la base, c'est-à-dire non nulles, et les variables réelles sont non principales. Donc, on a les variables réelles sont non principales, c'est-à-dire on n'a pas encore commencé la production, c'est-à-dire les unités x1, x2 sont nulles. Et donc, la fonction objectif est nulle. On a seulement les variables d'écart représentent la disponibilité. Par exemple, 8, 10, 1, ainsi de suite. Avec le tableau initial, on prépare le tableau numéro 1, c'est-à-dire la première itération, en choisissant respectivement la variable entrante et la variable sortante et ce qu'on appelle le pivot. Donc maintenant, la première itération, donc la production commence, c'est-à-dire les x1, x2 donc, vont augmenter et les variables d'écart vont diminuer, c'est-à-dire on va utiliser les contraintes, mais on va utiliser la disponibilité et on va commencer la production, par exemple unité ou bien 2 unités de x1 ou bien 1, et la fonction objectif 1 augmente. Le max, c'est-à-dire commence à augmenter. C'est quoi la variable entrante? C'est-à-dire la variable qui se trouve en haut base et va entrer à la base. Donc la variable entrante correspondant au coefficient le plus élevé de la fonction économique. C'est quoi? Par exemple, la fonction objectif z, c'est 50x1 plus 60x1. Donc la fonction économique, on a deux variables principales, x1, x2. Donc on a dit que dans le tableau initial, les deux variables sont dans leur base, sont nulles. Donc maintenant, l'une des deux va entrer à la base. Donc quel est le plus grand coefficient? C'est 60. Le coefficient le plus élevé, c'est-à-dire c'est 60. Donc c'est la colonne, ce qu'on appelle la colonne pivot. Ça ou bien la variable entrante, c'est x2 qui va entrer à la base. Donc voilà. Correspondant au coefficient le plus élevé dans la fonction économique. La colonne de la variable entrante prend alors le nom de colonne pivot. La variable sortante, c'est-à-dire elle sera la variable parmi les trois variables d'écart, donc soit x3, bien x4 ou bien x5. Les canaux le tableau initial dans la base. Donc maintenant, l'une des trois sort de la base et va la remplacer par x2 par exemple, ou bien par une variable principale. Voilà, la variable sortante correspondra au plus petit rapport positif issu de la division de la colonne second membre. C'est quoi la colonne second membre? Donc voilà la colonne second membre, c'est-à-dire le membre droit, c'est des inégalités. Par exemple, la colonne 8, 10, 36. 8, 10, 36. Le membre droit, c'est B. 8, 10, c'est-à-dire la colonne des disponibilités. Donc la colonne droite, ou bien la colonne, voilà, issue de la division, c'est-à-dire on divise la colonne second membre par la colonne variable entrante. Donc déjà déterminée. Cette variable sortante se lira dans la base et sur la même ligne que le plus petit rapport positif. On divise la colonne du second membre par la colonne de la variable entrante et on détermine le plus petit rapport, le plus petit quotient positif.
Donc la ligne de la variable sortante prend le nom de la ligne pivot. Et le pivot, c'est quoi? C'est l'intersection, se trouvera à l'intersection de la ligne pivot et de la colonne pivot. Donc pour mieux comprendre, on va traiter un exemple. Donc il s'agira ensuite de rendre la colonne pivot après, pour préparer le deuxième tableau, tableau numéro 1. Il s'agira ensuite de rendre la colonne pivot unitaire, c'est-à-dire d'arriver à un pivot égal à 1, c'est-à-dire on divise à 1 et tous les autres éléments de la même colonne pivot est égaux à 0 jusqu'à la fonction économique dernière ligne. C'est-à-dire que la colonne de la variable entrante, il doit être unitaire. Donc il s'agit de la rendre unitaire. C'est-à-dire que les coefficients sont nuls sauf le pivot qui est égal à 1. D'accord? Pour obtenir la ligne du pivot transformé, donc pour la ligne déjà déterminée, la ligne de pivot transformée, il suffit de diviser tous ces éléments par le pivot. Regardez la ligne de la variable sortante, la variable, on la divise par les coefficients, on les divise par le pivot. Puisqu'on va retrouver dans le pivot à la place du pivot 1. Pour transformer les autres éléments des autres lignes aux colonnes, on utilise ce qu'on appelle la règle rectangulaire. Donc, on construit les différents tableaux. Après, donc, de même, on construit les différents tableaux jusqu'à ce que la fonction économique, c'est-à-dire de la dernière ligne, ne contienne plus que des nombres négatifs ou nuls. Donc, jusqu'à vous trouverez dans la ligne, dans les coefficients de la fonction économique, vous trouverez que les nombres négatifs ou nuls. Donc, le pivot toujours ne peut jamais être égal à 0. Le pivot toujours est non nul. Donc, voilà. On va appliquer le principe de simplex 1 à cet exemple. Résoudre le programme linéaire suivant à l'aide de la méthode pratique des tableaux. D'accord? On a une fonction de maximisation, je répète toujours. Z est égal, on a deux fonctions principales. 3x1 pour la réelle, 3x1 plus 2x2. Et on a deux inégalités, deux contraintes. x1 plus 5x2 inférieur ou égal à 11, 2x1 plus 3x2 inférieur ou égal à 5. Économiquement, donc pour interprétation, ça représente la disponibilité, 11 et 5. هذا le membre à la colonne droite, la colonne second membre. Le membre gauche sont la quantité utilisée. La quantité utilisée. Par exemple, dans la première contrainte, la quantité utilisée, c'est x1 plus 5x2. Qui peut représenter le nombre d'heures ou bien le nombre de kilos d'une matière première, ou ainsi de suite. Donc, de même de x1 plus 3x2, c'est la quantité utilisée dans la deuxième contrainte. Et 5, c'est la disponibilité. Donc, x1, x2. Donc, c'est une forme canonique. Donc, le programme déjà s'écrit sous forme canonique. On a un maximum avec une égalité dans le sens inférieur ou égal. Donc, la première chose, retournons maintenant au principe de simplex. Donc, T c'est la forme canonique. Donc, il est déjà écrit sous forme, le programme sous forme canonique. Passer de la forme canonique à la forme standard en transformant les inéquations en équations. C'est-à-dire, on va introduire les variables d'écart. Voilà. La forme standard du programme est. Donc, si vous voulez, vous pouvez écrire 0x3 plus 0x4, ou bien non, vous écrivez seulement 3x1 plus 2x2. Seulement les variables réelles. Des variables d'écart, c'est-à-dire chaque contrainte, on affecte une variable d'écart. Pour la première contrainte, x1 plus 5x2 plus une variable d'écart x3 est égal à 11. Pour la deuxième contrainte, 2x1 plus 3x2 plus une variable d'écart x4 est égal à 5. D'accord? C'est la forme standard. Maintenant, donc, déterminer le tableau initial. C'est-à-dire, on a un système linéaire avec des égalités. Donc, on peut déterminer le premier tableau de simplex. Donc, il y a la première colonne, on va dire qu'on fait là-bas, les variables de base sont les variables d'écart. Donc, on a dans la base. La première colonne,
donc poser les variables d'écart, c'est-à-dire dans la base, x3 et x4. Donc on a dit que, voilà, dans le principe de simplex, donc voilà, à voir, recherche la solution extrême de base. Les variables d'écart sont considérées au départ comme variables principales aux variables de base. Et les variables réelles sont non principales et se trouvent dans le hors base, la fonction objectif et alors est nulle. Donc voilà, dans l'exemple, dans la base, on a considéré que les variables d'écart x3 et x4 sont des variables principales, c'est-à-dire non nulles. x3 est égal à 11 et x4 est égal à 5, c'est-à-dire x1 et x1, x2, les variables réelles sont dans le hors base, c'est-à-dire sont nulles, hors base, HP, x1 est égal à x2 est égal à 0. Et dans les variables de base, c'est x3 est égal à 11, x4 est égal à 5. Donc, puisque x1 est égal à x2 est égal à 0 dans le hors base, c'est-à-dire la fonction objective z est égale à 0. D'accord? Z est égal à 0. Donc, puisque on a dans la dernière ligne, donc dans la première ligne, donc mettez tous les variables, donc commencez par les variables réelles x1, x2 et x3, x4. Donc d'après, on respecte l'ordre dans la forme standard. On dit x1, x2, x3, donc on est plus 0, x4, on est plus 0, x3. Le coefficient donc affecté à x3 ici c'est 1, affecté à x4 c'est 0. Et le coefficient de x3 c'est 0, le coefficient de x4 c'est 1. Donc toujours commencer par les variables réelles et les variables d'écart. Donc le coefficient de la première contrainte, donc on a affecté à x1 c'est 1, le coefficient de x2 c'est 5, le coefficient de x3 c'est 1, et le coefficient de x4 c'est 0. Tout ça est égal à 11. Donc de même pour la deuxième contrainte, on a le coefficient de x1 c'est 2, le coefficient de x2 c'est 3, le coefficient de x3 c'est 0, et le coefficient de x4 c'est 1. Ou bien, si vous voulez, donc d'abord remplir les coefficients des variables réelles, on a x1, x2, 1, 5, 2, 3, et pour les variables d'écart, donc vous voyez, on a une matrice identité. On a 1, 0, 1, 0, on a 0, 1. D'accord? On a 1 pour la première contrainte, on a seulement x3. Pour la deuxième contrainte, on a x4. Par exemple, si on a d'autres contraintes, on a des variables d'écart, on dit qu'on a 1, 1, radial diagonale, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, et ainsi de suite. Donc, on a seulement deux contraintes. On dit qu'on a 1, 0, 0, 1. C'est le nombre de disponibilité constante, 11 et 5. Donc, on a dit, le tableau initial, qu'on n'a pas encore commencé la production, c'est-à-dire on n'a pas encore produit des biens. x1, l'unité de x2 des biens sont nuls, c'est-à-dire le profit est nul. Donc, la disponibilité n'a pas encore utilisé. Donc, toujours, par exemple, x3, 11 kg, x4, 1, 5 heures ou bien 1. D'accord? Donc, est-ce que cette solution est optimale? Donc, on a dit, voilà, on construit les différents tableaux jusqu'à ce que la fonction économique ne contienne plus que des nombres négatifs ou nuls. On voit ça dans le premier tableau. Donc, la dernière ligne, la fonction objectif A et Z, les coefficients de Z, c'est 3 et 2, 3x1 plus 2x2. Voilà, on a 3x1 plus 2x2. Le coefficient associé x3, c'est 0. Associé à x4, c'est 0. Donc, voilà. Donc, puisqu'on a deux nombres positifs, c'est 3 et 2, strictement positifs, donc cette solution n'est pas optimale. Donc, pour deviendra optimale, il faut que tous les coefficients de la dernière ligne, c'est-à-dire de la fonction objective, sont négatifs ou nuls. Donc, on a deux éléments strictement positifs, 3 et 2. Donc, on doit continuer à chercher la solution optimale, donc par des itérations, et on va construire d'autres tableaux. C'est-à-dire, maintenant, on va déterminer la variable entrante, la variable sortante et le pivot. Donc, ici, comme deux nombres de la dernière ligne sont positifs, on a 3 et 2, cette solution de base réalisable n'est pas optimale. La solution Z, c'est 0, x1 et x2 sont nuls, x3 est égal à 11, x4 on a dit que ce sont des variables auxiliaires.
D'accord? Donc, on a x1, x2 est égal à 0, z est égal à 0. Cette solution n'est pas optimale. Donc, on doit continuer à chercher des solutions optimales. C'est bon? Oui? Oui? يرشل دابا راه مزيان وكمل. Je peux continuer après. Oui, pour moi. Oui. Maintenant, on passe aux premières iturations. C'est-à-dire, on va déterminer pour dresser le deuxième tableau. Donc, les variables de base sont les variables d'écart. x3 est égal à 11, x4 est égal à 5. Les variables hors base, on a x1, x2. Donc maintenant, quelle est la variable qui va entrer à la base et quelle est la variable qui va sortir de base? Donc, d'après le principe de simplex, quel est le coefficient le plus grand? Le plus grand, c'est 3. On a 3. C'est-à-dire la variable entrante, c'est quoi? C'est la variable entrante, c'est-à-dire la variable qui va entrer à la base. La variable qui va entrer à la base, c'est x1. D'accord? C'est ce qu'on appelle la variable entrante. Variable. Bon, excusez-moi, هذا ما كيكتبش مزيان. Entrante. Il y a x1. Il est associé au plus grand coefficient. D'accord? Voilà. هذا هو la colonne pivot, ce qu'on appelle la colonne pivot, associée à 3. D'accord? Associée à x1 plutôt. Donc 1, 2, 3. Le plus grand coefficient de z. Donc maintenant, pour déterminer la ligne pivot ou bien la variable sortante, on divise la colonne du second membre avec la colonne de la variable entrante, ou bien la colonne pivot, c'est-à-dire 11 sur 1, 5 sur 2, d'accord? Avec les deux éléments des contraintes, 11 sur 1 et 5 sur 2, membre P. Donc on a 11 sur 1, il y a la constante sur x1, c'est-à-dire le second membre sur la colonne pivot. Donc 11 sur 1, si vous voulez, on dit 11 sur 1 est égal à 11. Et 5 sur 2, voilà, il y a 5 sur 2 est égal à 2,5. Donc, quel est le plus petit rapport positif? Quel est le plus petit rapport positif? C'est 5 demi. C'est 5 demi. Donc, la variable sortante, c'est x4, associée à x4. C'est la variable sortante. C'est la variable entrante. C'est-à-dire x1 va remplacer la variable sortante x4. La variable sortante x4. Donc, je répète, le plus grand coefficient de la fonction objectif, c'est 3. Donc, x1, la variable entrante, c'est x1 qui va entrer à la base. Ça, c'est la colonne pivot. Après, diviser le second membre des constantes 11 et 5, puisque vous avez deux contraintes, divisé par la colonne de la variable entrante, x1, 11 sur 1 et 5 sur 2. Après déterminer le plus petit rapport positif, c'est associé à x4, c'est-à-dire x4 sort de la base. Et on va remplacer par x1. Donc maintenant, on commence à remplir le deuxième tableau. Donc voilà. Donc d'après la procédure, là c'est une explication de la variable entrante. On a x1 entre à la base, x4 sort de la base. Dans le premier tableau, nous avons tiré le pivot est égal à 2 par un petit cercle. Donc le pivot, c'est ça, c'est 2. L'intersection entre la colonne pivot et la ligne pivot, c'est C2. Ça, c'est le pivot. D'accord? Le pivot, C2. C'est l'intersection entre la colonne pivot et la ligne pivot. Donc, d'après le principe. Donc, voilà. Donc, d'après le principe,
la colonne pivot plutôt, doit être unitaire. C'est-à-dire tous les coefficients de la colonne pivot sont nuls, sauf le pivot qui est égal à 1. Donc, dans le deuxième tableau, donc 1 deviendra 0, 2 deviendra 1, et 3 deviendra 0. Donc, jusqu'à la ligne des fonctions objectives, donc jusqu'à la dernière ligne. Donc, 1 c'est 0, le pivot devient 1, et 3 devient 0. Il y a le principe de... Donc, voilà. Donc, il s'agira de rendre la colonne pivot unitaire, c'est-à-dire d'arriver à un pivot est égal à 1 et tous les autres éléments de la même colonne pivot égaux à 0 jusqu'à la fonction économique. La dernière ligne. Voilà. Voilà, vous voyez, donc on a 0. Le pivot, à la place du pivot, vous voyez ici, on a remplacé x4 par x1. Donc maintenant, on a les variables de base, c'est x3 et x1, des variables non nulles. Et l'autre variable, c'est-à-dire x2 et x4, dans le hors bas, sont nuls. Donc, dans la colonne pivot deviendra 0, nul. 1, c'est le pivot. 1 et le coefficient 3 deviendra 0. Donc, pour la ligne pivot, la ligne pivot, donc la ligne pivot, on divise tous les coefficients de la ligne pivot par le pivot. Donc 2 sur 2, c'est 1, déjà 1. Donc on obtient 3 sur 2. 0 sur 2, c'est 0. 1 sur 2, 1 demi. 5 sur 2, donc jusqu'à le second membre. Le membre droit, c'est-à-dire il y a la disponibilité. 5 sur 2, c'est 5 demi. D'accord? Donc voilà, on a 2 sur 2, 1. 3 demi, x2. 0 sur 2, c'est 0. 1 demi, on a 5 demi. Donc il reste les autres. Par exemple, comment on a trouvé moins 5 demi, 0, moins 3 demi, 7 demi, 1, moins 1 demi, ainsi de suite, 17 demi et moins 15 demi. Donc on applique ce qu'on appelle la méthode rectangulaire. Donc on a déterminé le transféré de 1 c'est 0, il y a 1, 0, d'accord, il y a 3 demi, 0, 1 demi, 5 demi. Il reste les transférés de quel est le nouveau coefficient de 11, 0, 1, 5, 2, 0, 0, 0. On applique la méthode, ce qu'on appelle la méthode rectangulaire. Par exemple, quel est le transféré de 5? Le transféré de 5. On détermine un rectangle avec 5 et 2. Dans la diagonale, c'est 5 et 2. C'est-à-dire, c'est 1, 5, 3, 2. C'est le rectangle. 1, 5, 3, 2. Avec le pivot. Donc, quel est le transféré de 5? Donc, on détermine un rectangle avec la diagonale 1, 5 et 2. C'est-à-dire, on doit ajouter les deux coefficients 1 et 3 pour obtenir donc un rectangle. 1, عندنا هنا 5 وعندنا le pivot. Le pivot, toujours naturellement un cercle. وعندي 3. هذا هو le rectangle. Donc, on veut déterminer le transfert, le nouveau coefficient de 5. D'accord? Donc, la méthode rectangulaire dit, donc, on va dire 5 moins notre diagonale, 1 fois 3, 1 moins fois 3, sur le pivot. C'est-à-dire, l'ancien coefficient moins le produit croisé de deux variables, de deux éléments de l'autre diagonale sur le pivot. C'est-à-dire, c'est 5 moins 1 fois 3 sur 2. On va trouver combien? 1 fois 3, c'est 3 demi. Donc, Naya est égal à 7 demi. Donc, vous voyez ici, voilà, on a trouvé 7 demi. Donc, après, par exemple, on va trouver le coefficient de Naya de x3, c'est 1. Voilà, donc quel est le transféré de 1? Il reste le même, c'est 1. Pourquoi? Toujours déterminer un rectangle avec 1 et 2. Dans la diagonale, c'est 1 et 2. Donc, les autres éléments, c'est 1 et 0. Allez, 1, 0, 2, 1 pour construire un rectangle. Donc, il y a par exemple 1, 1, il y a le pivot 2, toujours le pivot, il y a 0.
Donc le transféré c'est 1, il reste le même. Pourquoi? Puisque dans l'autre diagonale, il existe un élément nul. Donc 1 moins 1 fois 0 sur 2. Donc 1 fois 0 c'est 0, sur 2 c'est 0. Donc c'est-à-dire il reste toujours 1. Il reste toujours 1. Par exemple, le transféré de 0. Le transféré de 0. Toujours construire un rectangle avec 0 et 2. Donc les autres éléments pour construire un diagonale, c'est 1 et 1. C'est 1 et 1 pour trouver un rectangle. D'accord? Donc il y a le transféré de 0, c'est 0 moins. L'autre diagonale, c'est 1 fois 1. Sur le pivot, toujours c'est 2. Donc 1 moins 1, c'est 1, c'est-à-dire moins 1, moins 1 demi. Donc vous voyez, on a trouvé moins 1 demi. Et ainsi de suite pour les les éléments du deuxième membre et les coefficients de la dernière ligne. Par exemple, on prend un exemple pour un coefficient, par exemple 2. Donc elle est déjà transférée à 0, dans la colonne pivot. 2. Donc on a 2 avec 2, c'est un diagonale. Pour construire un rectangle, on prend 3, 3. Donc 2, 3, 2, 3. Donc le transféré de 2, c'est 2 moins 3 fois 3 sur 2. 2 moins, c'est-à-dire l'ancien, moins le produit de l'autre diagonale, 3 fois 3 sur 2, c'est-à-dire 2 moins 9 sur 2, c'est-à-dire moins 5 demi. Donc voilà, on a trouvé moins 5 demi. Par exemple, de 0, le transfert de 0, donc 0 avec 2, c'est un diagonal. L'autre diagonale, c'est 0, 3, pour construire un rectangle. Voilà. Donc c'est l'ancien, c'est 0 moins, notre diagonale, c'est 3 fois 0, donc il est égal à 0. Sur 2, c'est 0, donc il reste le même coefficient, c'est 0. Et ainsi de suite, jusqu'à vous trouverez tous les coefficients. Maintenant, regardez, dans la dernière ligne, on a de la fonction objectif, on a 0, moins 5 demi, 0, moins 3. C'est-à-dire on a seulement que les nombres, les coefficients négatifs ou nuls. Donc, comme tous les nombres de la dernière ligne sont négatifs ou nuls, la solution obtenue est optimale. C'est-à-dire il y a x1, c'est 5 demi, x3, la variable d'écart, 17 demi, et x2, puisque dans le hors base, x2 se trouve dans le hors base est 0, et x4 est égal à 0. Donc, ce qui nous intéresse, c'est x1 et x2 sont les variables réelles, les deux sont des variables auxiliaires qui nous aident seulement à l'interprétation. Donc, on a trouvé x1 est égal à 5 demi, x2 est égal à 0, et la solution est optimale. Et la fonction z, regardez, si moi, puisque c'est une fonction objectif max, c'est l'opposé, c'est 15 demi. 15 demi, chez moi, 15 demi. Le signe négatif, mais vous prenez la valeur absolue, c'est 15 demi. Ou bien remplacer x1 par 5 demi, x2 par 0, vous trouverez que z est égal à 15 demi, puisque toujours la fonction objective, ou bien la fonction économique est positive. S'il vous plaît, monsieur. Oui. Monsieur, علاش ال x2 ou x4 est égal à 0? Puisque se trouve dans le hors base. D'accord? On a dit que le principe, les variables de base ou bien les variables principales sont non nulles. Et les variables de hors base sont toujours nulles. D'accord? On a fait le premier tableau. Quand les variables x1, x2 sont nulles, on considère comme nulles. D'accord? Et on a les variables de base, x3, donc x3 est égal à, le second membre, 11, et x4 est égal à 5, sont non nuls. هذا هو l'algorithme ديال simplex. Donc une fois la variable n'est pas dans la base, elle est automatiquement nulle. Monsieur, عندي واحد لا كيسيون اخرى. واو. monsieur بحال فاش كنا كنخدموا في لا ميثود غرافيك كان بوسيبل ان يبقى لنا واحد كيما نقولوا يبقى لنا الشيط في شي واحد من Voilà. C'est une interprétation. Donc les variables d'écart ici qui nous donnent l'interprétation. Puisqu'on a dit que les variables d'écart sont quoi? Sont la différence entre la disponibilité et la quantité utilisée. Donc par exemple, puisqu'on a trouvé x4 est égal à 0, c'est-à-dire x4 c'est la deuxième contrainte, l'écart de la deuxième contrainte.
c'est-à-dire on a utilisé toute la disponibilité. La différence entre la disponibilité et la quantité utilisée est égale à 0. C'est-à-dire on a utilisé toute la quantité, toute la disponibilité. Puisqu'on a trouvé la première variable d'écart x3 non nulle, c'est-à-dire la différence elle est strictement positive, c'est-à-dire la disponibilité est largement suffisante. D'accord? Tu vois, Anaïs. وي نمشيو في حالة كان عندنا مثلا الشريط كادي نلقاو الطابلو في بلاصة الاكس 2 الاكس 4 كادي نلقاو في الطابلو مثلا الا كان عندنا مثلا الشريط حنا لقينا الشريط هنايا. وإلا لقينا La première contrainte, on n'a pas utilisé totalement la disponibilité de la première contrainte. Il reste 17 demi. Oui. D'accord? Oui, monsieur. S'il vous plaît, suivez avec moi. شوفوا, on a x3, c'est la différence entre la quantité utilisée. On va dire la disponibilité, 11. Donc, on dit que x3, c'est la différence entre 11 et la quantité utilisée. Donc, puisque la quantité x4, on a trouvé 0, x4, on a ou bien remplacé x1 et x2 trouvé. On a x1 combien? On a x1, 5 demi, x2, 0. x1, x1, 5 demi, x2, 0. Donc, dans la forme standard, x1, 5 demi, x2 est égal à 0. Donc, 5, x2 est égal à 0. Donc, on a 5 demi. Donc, x3, c'est 11 moins 5 demi. Donc, il reste 17 sur 2. Par exemple, dans la deuxième contrainte, on a 5 demi, c'est-à-dire c'est 5. On a 0. Donc, 5 plus x4 est égal à 5. C'est-à-dire x4 est égal à 0. Donc, la différence entre le disponible et le besoin est nulle. C'est-à-dire on a utilisé pleinement la deuxième contrainte, la disponibilité de la deuxième contrainte, mais la première contrainte, elle est largement suffisante. Donc, il reste 17 demi. C'est clair? Oui? Oui, monsieur. Merci, monsieur. C'est clair? Oui. Donc, toujours, dans la dernière itération, donc l'interprétation se détermine d'après les variables d'écart. Donc, quand vous trouverez une variable d'écart est nulle, c'est-à-dire la disponibilité de la contrainte est utilisée pleinement. Par exemple, quand x est égal à 0. Et puisque x3 est différent de 0, donc la disponibilité de cette contrainte, de la première contrainte ici, est largement suffisante. C'est-à-dire qu'il reste 17 demi de la disponibilité. C'est clair? Et toujours vérifier la dernière ligne, est-ce que vous avez des conditions qui sont négatives ou nulles? Donc la solution est optimale. Et n'oubliez pas que y a négatif, donc la fonction objective est toujours positive ou bien remplacer dans la fonction objective les variables réelles. x1, 5 demi, x2 est égal à 0. D'accord? Oui, monsieur. C'est clair? Oui? Oui, monsieur. Vous avez des questions? Donc, vous avez une série, la deuxième série, donc, qui contient 3 exercices. Il y a une vidéo j'explique en détail la méthode de simplex. Donc, la semaine prochaine, Inch'Allah, on va corriger quelques exercices des examens. D'accord? Oui, monsieur. Yallah. Bonne journée.